Alors, nous continuons et nous terminons l'avant-midi avec une plénière. Cet après-midi, il y aura des ateliers. Chacun et chacune a en main son programme. Alors aujourd'hui, nous avons aussi le bonheur de rencontrer Mme Claudia Verrette, qui est détentrice d'un doctorat en sciences de l'activité physique. Elle est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Elle a été enseignante en éducation physique pendant plus de 10 ans auprès d'élèves qui présentaient des troubles de comportement. Ses travaux de recherche portent principalement sur les pratiques inclusives en éducation physique et à la santé, ainsi que les interventions en activité physique adaptées auprès des élèves qui présentent des troubles de comportement, particulièrement les TDAH, appellation évidemment que tout le monde connaît très bien ici. Alors, Mme Verrette va nous parler d'une thématique qui vise de manière globale à connaître et aider l'élève à mieux réguler ses émotions. Alors, je vous laisse la parole, puis il paraîtrait qu'elle va être debout, elle. Moi, je ne le ferai pas parce que j'aurais l'air trop petite. Bonjour tout le monde. Merci. Je vais juste tirer le fil. Merci beaucoup de l'invitation. Et oui, effectivement, enseignante en éducation physique, ça, même si je n'ai pas mes espadrilles, ça reste debout. Je suis bien contente aujourd'hui de venir vous parler de la régulation d'émotions. Et là, vous dites une ancienne prof d'éducation physique qui vient parler de la régulation des émotions. Je ne viendrai pas vous parler non plus de l'élève TDAH, je ne viendrai pas vous parler de l'élève qui a un trouble grave du comportement. Parce que ce qu'on s'est rendu compte au fil des années, moi, Éline Massé, qui est ma principale collaboratrice, là, on travaille ensemble depuis au moins les 10 dernières années à bâtir des programmes d'intervention, mieux gérer le TDAH à la maison, gérer sa colère et sa frustration. Et là, depuis 5 ou 6 ans, on travaille beaucoup sur l'entraînement aux habiletés sociales. Et au départ, on le faisait pour les élèves qui avaient des difficultés d'autocontrôle, des élèves impulsifs, des élèves qui avaient des troubles de comportement. Et on travaille avec les gens des milieux et ils nous disent, vous savez, vos ateliers, là, on les fait avec tous nos élèves. On les fait avec les élèves anxieux, on les fait avec les élèves qui sont sous-activés, parce que ça nous aide, ça nous donne un vocabulaire, ça nous donne des outils pour aider un peu l'élève à être dans l'apprentissage. Donc, on a compris, dans le fond, que c'était peut-être des pratiques aussi universelles. Et c'est pour ça, ce matin, on enlève tout le diagnostic. On ne viendra pas parler d'un élève en particulier, mais on va parler de vous. Et on va parler des conditions d'efficacité. La dame, tantôt, me demandait, est-ce que ça va être prescriptif? Non. Mais vous faites déjà tellement des belles choses. J'en vois des choses mises en place dans les classes. Sauf que des fois, on ne sait pas nécessairement à quelle intention ça répond et est-ce qu'on le fait de façon efficace. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous présenter les grandes étapes de la régulation émotionnelle chez les élèves parce que c'est un souci qui devient de plus en plus présent dans vos demandes, dans vos discours, dans vos demandes de recherche-action avec nous. Et on s'appuie un peu sur où on en est rendu dans nos recherches pour vous présenter les outils qu'on a développés. Alors, il y aura 4 grands objectifs dans cette plénière. Le premier, d'abord, de vous amener à distinguer c'est quoi les principaux problèmes de régulation émotionnelle des élèves. Il y en a 4 grandes familles, 4 grandes catégories. Donc déjà, là, si on vous amène à distinguer, à mieux voir, à mieux percevoir ces difficultés-là, on vous amène dans une perspective d'évaluation fonctionnelle d'un comportement puis d'appliquer les bonnes stratégies plutôt que d'y aller de façon aléatoire ou en se disant « Oh, ma collègue fait ça dans sa classe, je vais l'essayer dans la mienne. » Puis ça ne marche pas, pourquoi? Ensuite, bien, on va vraiment distinguer les stratégies gagnantes, d'accord? Donc là, c'est ça qui n'est pas prescriptif, mais on le sait que c'est ça les conditions qui fonctionnent quand on veut aider un élève à bien réguler ses émotions. La première étant, identifie ce que tu ressens, l'identification. La deuxième, c'est sois capable de l'ajuster, la modulation. Et la troisième, c'est exprime-la, communique ton émotion de façon adéquate. Et là, ça a l'air bien facile en les disant rapidement, mais vous allez voir que même pour un adulte, ce sont des étapes qui demandent d'être entraînées et d'avoir des rétroactions. Donc, on pourra voir dans la faisabilité des choses, il faut le voir dans une perspective à long terme. Et j'ai mis le petit icône
du cahier du participant que vous avez dans la pochette, je crois, hein, Isabelle, c'est ça, qui vous a été remis. Donc, lorsque vous verrez l'icône apparaître dans la présentation, j'ai des fois identifié la section correspondante. Il y a des notes additionnelles, des outils additionnels qui vous sont fournis pour cette présentation-là. Et ceux qui voudront aller plus loin, vous pourrez vous référer à ce document pour aller continuer votre formation continue sur ce sujet. Ça vous va? D'accord. Il y a quelques années, on a eu la chance de travailler avec 2 écoles dans la Couronne Nord de Montréal, dans une commission scolaire où ils avaient des écoles spécialisées pour les élèves qui présentaient des troubles graves du comportement. Et l'équipe professionnelle et les enseignants avaient un questionnement sur les comportements agressifs des élèves. Donc, ils vivaient beaucoup d'épisodes d'agressivité et ils ont travaillé avec nous pour implanter le programme de la gestion de la colère et de la frustration. Dans cette école, ils ont la merveilleuse habitude de comptabiliser tout ce qui se fait. Donc, ils font le relevé des événements, ce que l'enfant a fait, l'intervention qui a été appliquée, la durée. Ce qui fait que nous, chercheurs, nous avons une merveilleuse banque de données pour essayer de comprendre le développement et la fréquence des comportements des élèves qui avaient des troubles graves de comportement. Et je vous présente cette diapo, ce graphique ce matin, pour vous montrer à quel point maintenant on comprend que les données de la recherche peuvent appuyer l'intervention à faire. Donc, vous voyez ici, il y a 5 grandes familles de comportements. Sur mon écran, c'est très petit, là. La première, à votre gauche, qui est en grise, la grise pâle, c'est l'agitation. Donc, les comportements d'hyperactivité. Ce qu'on voit beaucoup chez nos élèves, puis d'habitude, qui nous tapent un petit peu sur les nerfs. OK? On ne se le cachera pas. Ça, c'est un comportement qui est très observable et qui est très rapidement nommable par l'enseignant. Donc, ça, c'était en gris pâle. Les comportements d'agressivité sont la colonne en noir. Et là, ils sont répartis selon les 3 cycles d'enseignement. Premier cycle à gauche, deuxième cycle ensuite, troisième cycle. Et ils ont aussi 2 groupes d'adaptation scolaire, donc des élèves qui, en plus de leurs difficultés comportementales, ont des difficultés d'apprentissage. Tout de suite, je vous amène à considérer les comportements d'agressivité. Donc, vous voyez que la fréquence des comportements, et ça ici, c'est sur 3 mois. Donc, on a le mois d'octobre, de janvier et d'avril. On a comptabilisé tous les événements arrivés. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont les élèves du premier cycle qui ont le plus de comportements d'agressivité dans cette école-là et que ça diminue significativement au 2e et au 3e cycle. Il y en avait très peu dans le groupe d'adaptation scolaire. En fait, c'était un jeune qui avait fait l'ensemble des comportements d'agressivité que vous voyez ici. Déjà là, ça nous donnait une première piste d'action. Oh, on agit peut-être, on doit agir différemment avec nos plus petits qu'avec nos plus vieux. Parce que si vous regardez bien, à l'inverse, la dernière colonne, c'est la régulation émotionnelle. Et là, on voit la courbe inverse. Les plus petits avaient moins de difficultés, moins de fréquences de comportement de régulation émotionnelle. Et là, ça montait jusqu'au 3e cycle. Là, évidemment, mon chapeau de chercheur me fait dire hey, « j'aimerais savoir ce qui se passe au secondaire ». On n'a pas encore ces données-là. OK? C'est quoi la régulation émotionnelle? De quoi on parle quand on parle de régulation émotionnelle? C'est un processus qui nous permet de suivre l'intensité, la durée de mes émotions, de les évaluer et d'agir pour correspondre aux exigences de la situation. Ça fait partie du grand chapeau de l'autocontrôle. Donc, la régulation émotionnelle, elle vient en parallèle avec la régulation comportementale. Donc, d'être capable d'inhiber une réponse en cours et d'inhiber, orchestrer toutes ces réponses-là. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va décortiquer et qu'on va spécifier tout au long de la présentation. Je vous donne un petit exercice à faire avant de commencer. Et vos réponses pourront nous servir tout au long de la présentation. Alors, c'est un matin, lundi matin. Votre fils a eu un tournoi de hockey à Sherbrooke et il a gagné, ce qui fait que vous êtes arrivé très, très tard dimanche soir. L'épicerie n'est pas faite. Vous n'avez pas eu le temps de faire le lavage. Et là, vous vous levez un petit peu en retard lundi matin parce qu'on s'est couché tard la veille. Évidemment, votre fils il est fatigué. Il est de même. Il est sur les nerfs. Le lunch que vous lui faites, ça ne tente pas de l'avoir. Fait que là, il vous le fait savoir. Okay? Il n'est pas content. Là, vous partez à l'école, déjà avec le poids du matin sur le dos. Il neige. Vous êtes en retard.
C'est un beau lundi matin. Mais attendez, c'est pas fini. Vous ouvrez la porte de l'école et là, vous tombez face à face avec la personne que ça vous tente pas de voir. C'est celle-là que quand elle est dans la salle des profs, vous décidez d'aller manger un lunch ailleurs. OK? Et là, vous n'avez pas le choix de passer à côté. J'ai 4 questions pour vous. C'est quoi l'émotion que vous ressentez précisément dans cette situation-là? Vous pouvez partager vos réponses ou vous pouvez la garder pour vous, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'émotion que vous ressentez? Là, on ne fera pas un sondage, savoir si c'est une émotion apaisante ou non, mais on s'en doute. Quels sont les signaux que vous donnez à la personne ou que vous préférez ne pas donner? Quand je parle de signaux, c'est quoi? Votre visage affiche quoi? Que vivez-vous dans votre corps? Quelle pensée vous anime? Hein, c'est quoi la pensée que vous avez précisément à ce moment-là? Trouvez les mots, tantôt je vais vous demander de me le dire. Et finalement, que faites-vous? Est-ce que vous obéissez aux lois de la politesse et du vivre ensemble et vous la saluez, vous lui souhaitez une bonne journée, ou vous passez carrément à côté sans la regarder? Hein? Donc, voici une petite situation et ça va nous nourrir tout au long de la prochaine heure. Donc, pour vous présenter le portrait global, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 grandes étapes pour aider un élève, accompagner un élève à mieux réguler ses émotions. La première étant, tu dois l'identifier et pour ça, tu dois être en mesure de savoir ce que toi, tu ressens. Ça, c'est la première condition. Toi, comme élève du primaire, toi, comme élève du secondaire, qu'est-ce que tu ressens présentement? Toi, comme adulte aussi, tu dois être capable de nommer ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne et qui s'apprend, vous allez voir, parce que ça ne vient pas de façon innée pour certains élèves. Tu dois aussi le voir chez les autres. Parce que la capacité de savoir qu'est-ce que moi je ressens et de savoir ce que mon amie ressent quand elle me voit, ça l'aide aussi à bâtir une relation sociale saine. C'est pour ça que souvent, on va voir la régulation émotionnelle avec la régulation des habiletés sociales. Hein? On va parler de régulation socio-émotionnelle, ça vient ensemble. Pour se faire des amis, il faut avoir les comportements adéquats. Pour avoir les comportements adéquats, il faut avoir les émotions, être capable de les identifier, avoir les bonnes émotions au bon moment aussi. Donc, ce sont des choses imbriquées. Les émotions, elles sont aussi en lien avec un événement et un contexte. L'événement, je viens de vous le nommer. Vous êtes rentré, vous avez rencontré votre collègue favorite. Et le contexte, c'était tout ce qui s'était déroulé du dimanche soir jusqu'au dimanche matin. Et ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup, l'impact va varier chez chacune des personnes, chacune d'entre nous, selon notre niveau de fatigue. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont déclencher des éléments différents dans l'émotion. Il faut aussi tenir compte de leur intensité. Ça s'appelle la modulation. La modulation, c'est d'être capable de gérer nos états émotifs pour éviter de faire une escalade, une explosion, ou retrouver un état de calme après avoir vécu un état intense. Hein, c'est de revenir, on va parler souvent avec les enfants, de revenir dans la zone de confort. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place présentement dans les classes qui servent directement la modulation des émotions. Et on va les nommer tantôt et vous allez maintenant comprendre à quoi vous pourrez les rattacher un peu plus tard. Et finalement, il faut être capable de le dire correctement, sans agressivité et avec les bons mots ou les bons gestes. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, quand Isabelle est venue me rejoindre dans le corridor, j'étais dans un état émotionnel pas agréable. J'étais très anxieuse. Mon visage, j'avais les joues un peu tremblotantes. J'avais mal au ventre. Et plus je m'en venais, là, à partir de Portneuf, je vous le dis, là, ça augmentait. Mais moi, je suis une fille d'action. Je le sais qu'à la minute que je commence à parler, et puis là, je marche, ça, c'est mes trucs à moi pour moduler mes émotions. Quand je fais quelque chose, c'est de la diversion d'attention, ça m'aide à être un peu plus focus sur la tâche. Et là, en plus, j'ai décidé que vous étiez un groupe bienveillant et empathique à ma situation. C'est pas risqué de vous le dire.
Donc, je vous affirme que je suis stressée et que vous allez m'aider tout au long de la conférence à diminuer mon stress en me donnant des rétroactions, comme madame ici, par le signe, en riant à mes blagues, même si elles ne sont pas drôles, et puis en participant comme ça à la conférence. Donc ça, c'est une compétence complète de régulation émotionnelle d'un adulte qui apprend les stratégies et qui les nomme. Est-ce que je suis capable de faire ça avec mes enfants tous les matins? Non. Non. D'accord? Donc, on se donne le droit à l'erreur et on se donne aussi le droit de comprendre que nos élèves n'apprendront pas ça du jour au lendemain. D'accord? Alors, premier grand objectif, être en mesure de reconnaître les 4 grandes difficultés que pourront vivre certains de nos élèves quant à la régulation émotionnelle. Et là, je parle de recherche de gratification immédiate. Tout de suite en tête, vous avez vos petits impulsifs qui sautent, qui sonnent, qui arrivent, vous avez des noms d'élèves. Évidemment, c'est beaucoup associé avec le TDAH, mais pas juste ça. OK? Pas juste ça. La gratification immédiate, ça peut être associé avec d'autres troubles aussi, d'autres difficultés comportementales, neurodéveloppementales. Donc, on laisse faire le diagnostic, puis là, on regarde plutôt notre élève, sa manifestation. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est un élève là, qui a une tendance très forte à rechercher le plaisir immédiat. Quand il sait la réponse, il va vous la dire. Ça ne tente pas d'attendre. Lui, les récompenses, là, à long terme, ça ne dit rien. Il veut des points à tous les jours. Il veut se mettre rapidement en action. Les tâches qui sont un peu plus longues, qui demandent un peu plus de planification, pour lui, c'est difficile parce qu'il va perdre rapidement sa motivation. Donc, ce genre d'élèves-là ont plus de difficultés à attendre ou accepter, à tolérer un peu l'attente pour que leurs besoins soient répondus et par rapport aux contraintes qu'on leur impose. Donc, cette recherche immédiate de gratification fait que des fois, on n'identifie pas bien la situation émotionnelle qu'on va vivre. Deuxième grande difficulté de beaucoup d'élèves, dont ceux qui ont des difficultés comportementales, c'est qu'ils ont un seuil de frustration relativement bas. Et ça, la médication ne change pas beaucoup comment je pourrais dire, cette ampleur du seuil de frustration. Ils se fâchent très rapidement. Et beaucoup d'émotions vont déclencher l'émotion de la frustration et de la colère, surtout chez le tout petit. Donc, parfois, même une émotion positive peut déclencher une émotion négative ou une frustration parce que la maîtrise de soi est plus difficile. Là, j'avais un petit vidéo à vous présenter. Est-ce que vous me laissez 2 minutes rapidement? Je vais aller la chercher parce qu'il n'y a pas été... Fait, jasez, parlez de votre événement avec votre collègue, super collègue, puis je vous reviens dans 2 minutes. Laissez-moi le temps de m'installer. Hey, je suis rapide, hein? Puis, est-ce que vous avez dit bonjour à votre collègue ou vous êtes passé à côté? Je vais reprendre votre attention. Je vous montre un petit vidéo humoristique qui nous amènera à réfléchir aux facteurs qui déclenchent la colère. Alors, vous verrez ici Charlotte, qui est dans une situation que vous avez probablement déjà vécue ou que vous vivrez si vos enfants sont encore trop jeunes. Allons-y avec Charlotte. Là, je ne sais pas le son. Monsieur le... Oui? Différents facteurs semblent avoir provoqué la crise. À l'heure où la crise est survenue, 17h30, Charlotte était très fatiguée et affamée et ses médicaments ne faisaient plus effet. Elle n'avait pas pu aller jouer dehors de la journée en raison du mauvais temps.
Elle arrivait du service de garde où elle n'avait pas pu faire ses devoirs comme à l'habitude. Charlotte n'était pas capable de se concentrer parce qu'il y avait trop de bruit. En plus, elle avait eu une mauvaise nouvelle. Elle devait reprendre à zéro un travail qu'elle avait péniblement fait la veille parce qu'il contenait trop de fautes. Au début de la crise, plusieurs signes de tension sont présents. Tu m'énerves! Arrête de me toucher! Tu prends toute la place! T'as pas de patience avec ton frère aujourd'hui, t'as rien fait. Arrête, tu m'énerves! Tu prends toute la place! Arrête de me toucher! Arrêtez de vous chicaner et de crier. Charlotte, apporte tes affaires dans la maison. J'ai pas 10 bras. Il n'y a jamais rien à manger ici? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Je crève de faim! Arrête de me crier après. Va d'abord ranger tes vêtements, on verra ça après. Je peux pas tout faire toute seule dans cette maison. C'est pas pressant, j'ai toute la soirée. Pourquoi je devrais le faire quand Tony, lui, fait jamais rien dans la maison? T'es pas juste avec moi. C'est toujours à moi que tu demandes de faire des choses. Je suis tannée! Je suis fatiguée! Je crève de faim! Ça peut pas attendre plus tard! Ça suffit! Tu es assez grande pour ranger tes choses, maintenant tu as 11 ans. Je peux pas toujours être derrière toi comme un bébé. Va immédiatement ranger tes choses, sinon je vais me fâcher. C'est toujours Elle son ne l'était rôle. pas encore. On sait bien, Anthony, lui, c'est ton chouchou. Il fait jamais rien dans la maison. C'est moi qui dois tout faire. Je suis comme une esclave. Je fais jamais rien de correct. Tu cries tout le temps après moi. Tu m'achètes jamais ce que je veux. Tais-toi! Ça suffit! Si tu continues, tu vas voir, tu ne pourras pas aller sur Internet pendant un bon bout de temps. C'est ça que tu veux? Je suis vraiment fatiguée de tes comportements, Charlotte. Tu peux dire adieu à Internet cette semaine. Charlotte, il faut qu'on se parle tout de suite. Ouvre la porte immédiatement. Tu donnes pas le bon exemple à ton frère. Laisse-moi tranquille. Alors, vous venez de voir le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour faire une crise. C'est un exemple dans le quotidien d'une famille, mais il ne faut pas se le cacher, il peut y avoir des éléments qui vont ressembler à ce qu'on pourrait vivre dans une salle de classe, dans un gymnase, dans une salle de service de garde. Donc, nos élèves qui ont des difficultés émotionnelles ont aussi des difficultés de maîtrise de soi. Et il y a des éléments déclencheurs qui vont nous amener dans une crise avec ces 6 étapes, les 5 étapes que vous venez de voir présentement. Charlotte, c'était la colère, mais ça pouvait être aussi l'anxiété, ça pouvait être aussi la faim, ça peut être son état physiologique. Donc, vous voyez ici, dans le cahier de notes, vous avez un outil, la section, je crois que c'est la section 1 ou 2, à mon souvenir, qui vous illustre un peu plus de façon spécialisée, un peu plus en profondeur, chacun des facteurs qui déclenchent les crises, les facteurs aussi de maîtrise de soi plus difficiles de vos élèves. Donc, vous pourrez vous y référer plus tard quand vous voudrez en prendre connaissance. Donc, si on revient à notre exemple de Charlotte, la première chose qu'on voit, elle est dans la voiture et elle a une grosse bulle, Charlotte. Hein? Elle se sent envahie, son espace personnel à côté de son frère, même s'il est assis tranquille puis il est attaché, il la regarde, puis ça envahit son espace personnel. Donc, je suis certaine que dans vos classes, il y a des élèves comme ça là, qui ont une bulle immense et qui ont l'impression rapidement qu'on rentre dans leur bulle et ça les dérange. Donc, c'est un des facteurs de difficulté émotionnelle. Deuxième facteur, c'est la fatigue. La fatigue, la faim aussi de Charlotte. Donc, déjà, à la base, des fois, c'est même physiologique, le fait que notre élève peut être dérangé. Le seuil d'excitation aussi élevé. Hein? Je ne sais pas si des fois vous le vivez là, à Noël ou aux tempêtes de neige ou au retour du cours d'éducation physique. Hein? Ils arrivent, puis ils sont comme ça un petit peu, puis là, c'est là que ça devient plus difficile de les ramener,
de les ramener dans la zone propice aux apprentissages. Parce que ce seuil-là d'excitation, on dirait qu'il reste plus longtemps chez certains élèves. Hein? Ils sont bien là-dedans, ils veulent rester là. Donc, quand je présente ça aux enseignants d'éducation physique, je leur dis, tu sais, vous savez, votre retour au calme, là, il est très, très, très important pour ces élèves-là et pour vos collègues aussi dans les salles qui les reçoivent. Et vous, mais c'est son travail, hein, des excités, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, là, c'est ça. Et vous devez en prendre conscience aussi que la période de retour là, de ces moments critiques-là, le matin, la récréation, l'après-midi, quand il neige Noël, toutes les fêtes, bien, vous devez peut-être laisser un peu plus de temps, avoir conscience que votre élève, là, sa zone de confort, là, la ligne de retour au calme est plus longue que les autres. Mais ça, vous le savez d'instinct, ça, je le sais, vous faites plein de... Ah non, ça va à l'envers, ça. Ah, je reviens. Ce sera pas long. Je suis partie de l'autre bord. On continue. OK. Il y a des enfants qui vont vivre aussi le sentiment d'échec et ça va se répercuter en colère. Charlotte avait eu des mauvaises notes à l'école. Elle le garde dans le dent, c'est de la rumination. Donc, vos élèves anxieux, vos élèves qui ont un peu plus de symptômes internalisés vont le vivre comme ça. Ils vont le vivre sur un sentiment d'échec sur leur efficacité personnelle. Évidemment, les plus jeunes, là, ils ont rapidement le sentiment d'injustice. Hein? C'est là qu'elle fait toujours, elle ne fait jamais, elle ne m'aime pas, il n'a pas fait la bonne chose. Donc, rapidement, ils vont aller dans une victimisation ou une compréhension de la situation sociale qui fait qu'ils perçoivent moins bien un peu les contraintes sociales. Ceux qui sentent aussi qu'ils ont une perte de pouvoir personnel, hein, que là, je suis en train de perdre le contrôle, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui est attendu. Donc, les élèves qui ont un peu plus de difficultés en anxiété, où il n'y a pas de menu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, il y a un suppléant aujourd'hui, là je ne suis pas dans ma zone de sécurité. Et évidemment, ceux qui accumulent des situations de stress, de frustration, vont pouvoir, ça sera des facteurs qui déclencheront aussi les difficultés de maîtrise émotionnelle. Les deux derniers, l'évocation émotionnelle ou l'émotion déplacée, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Il y a certains élèves qui vont vivre une journée correcte avec vous. Hein? Ils vont vivre la journée, peut-être qu'ils ne parleront pas beaucoup, peut-être que vous allez sentir qu'ils sont fragiles, mais ils arrivent à la maison et qu'est-ce qu'ils font? Pouf! Ils explosent. Ils se sont contenus toute la journée. Moi, je l'ai vu souvent quand je travaillais à l'hôpital pédopsychiatrique de Rivière-des-Prairies à Montréal, les élèves qui avaient des tics. Il y en a qui sont capables de les contrôler. Demandez aux parents ce qu'ils font quand ils arrivent le soir. Là, il y a toute la panoplie des tics qui sort parce que là c'est l'émotion qui est déplacée, c'est la stratégie qu'ils ont après à la maison. Ma fille, Charlotte, c'est ma fille. C'est pour ça que je me permets de... Charlotte, elle à l'école, c'est parfait. À la maison, son surnom, c'est Bébé Dragon. Elle arrive, là, puis là, toutes les émotions qu'elle a vécues à l'école, les frustrations, les conflits avec les pairs, c'est avec moi qu'elle le vit, je suis chanceuse. C'est ça, de l'émotion déplacée et de l'évocation émotionnelle. Donc, le seuil de frustration bas qui est déclenché par plusieurs facteurs qui vont varier et qui ne seront pas toujours les mêmes chez chacun de vos élèves. L'autre aspect qui est difficile aussi, c'est être capable de se contrôler. Donc, je veux rapidement les gratifications. Mon seuil de frustration est bas, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la difficulté à moduler, à revenir dans la zone de confort. Un enfant qui a des difficultés de modulation, il gère mal les émotions intenses, puis là, on met la frustration, la colère, les déceptions, mais ça pourrait être aussi le bonheur. Hein? Des fois, la gestion du bonheur est aussi difficile que la gestion du malheur. J'ai déjà déclenché une crise à mon élève parce que je lui ai fait un compliment public devant tout le monde. Et il ne savait pas comment gérer ça. Et là, j'ai eu droit à toute la panoplie après d'insultes. Donc, il se sentait envahi, il réagissait trop fortement. Et ça, bien, on dirait qu'ils figent. Ils ne savent pas comment réagir à ça, ils ne savent pas comment revenir dans la zone. Ils ont tendance aussi à attribuer la modulation des émotions à quelque chose d'externe à eux. Vous l'avez entendu, je n'ai pas pris ma médication aujourd'hui. C'est de sa faute à lui, il m'a regardé, c'est de sa faute à lui, il est venu dans mon environnement personnel. Ma mère ne m'a pas mis mon crayon dans mon sac. Donc, on a tendance à attribuer aux autres la raison de notre difficulté émotionnelle. Et c'est là qu'il faut les emmener. Juste ça. C'est là qu'il faut les emmener, les élèves, à identifier puis à voir
pour eux ce qu'ils vont pouvoir faire. Et finalement, bien, souvent, là, la mèche est courte. Hein? L'escalade rapide, là, c'est en 3 millisecondes, fou, on est rendu dans une zone très, très, très intensité de refus, de colère ou même, je peux dire, de figé, là, de l'élève qui est complètement inaccessible. Donc, ça se passe très, très, très rapidement pour les élèves qui ont des difficultés de modulation. Et la dernière difficulté, c'est de reconnaître. Reconnaître ce que je vis, reconnaître ce que l'autre vit. Donc, pour être capable de reconnaître, et c'est les outils qu'on va voir dans la deuxième partie, bien, il faut reconnaître des indices. D'abord, nos signaux internes. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à moi? Et des fois, vous demandez à vos élèves, là, commentez présentement. Je suis correct. Je rien. Ils font de même, les sourcils, la bouche. Ils ne reconnaissent pas ça. D'abord, c'est difficile hein, pour les tout-petits, d'abord, de voir ça. Et il arrive un certain moment où même les plus vieux, même les ados, ils vont un peu se couper à ça. On va le voir. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent avec des clientèles plus vulnérables, des élèves qui ont des troubles d'attachement ou même des élèves qui seraient en accueil, mais il y a une espèce de coupure à l'émotion qui fait que je ne veux pas aller là. Est-ce que c'est clair le message? Okay? Donc, avec eux, il va y avoir comment je pourrais dire, des interventions un peu plus intensives, un peu plus spécialisées à mettre en place. Et souvent, les enfants, bien, ils ont une surperception. Tu sais, tantôt, on parlait, là, le sentiment d'injustice, là, ils vont rapidement voir les indices de colère chez les autres. Même si ce n'est pas vrai, là. « Oh, ma professeure aujourd'hui était fâchée contre moi parce qu'une fois, elle m'a dit quelque chose, puis peut-être elle avait un petit sourcil un peu. » Donc, ils surétiquettent un peu, ils le voient rapidement, mais au contraire, chez eux, ils ne le voient pas bien. Donc, ils perçoivent moins bien un peu leur propre agressivité. Et on dit, la dernière chose, la colère, là, il y a un surétiquettage des émotions comme étant de la colère. Souvent, toutes les émotions, je suis fâchée. Il n'y a pas de nuance. En anglais, ils appellent ça le power emotion. Là. On dirait que c'est celle qui prend toute la place dans la vie des enfants, premier cycle, deuxième cycle, du moins. Adolescents, il faudrait voir dans les études un peu plus poussées, mais je sais que chez les enfants, c'est souvent la colère qu'ils vont nous nommer, même si ce n'est pas ça qu'ils vivent. Donc, il y a un petit ménage à faire avec eux, des nuances à apporter. Et c'est là tout l'art de l'intervention sur la régulation des émotions. Il y a aussi être capable de l'identifier chez l'autre. Hein, une relation sociale, là, c'est une communication entre deux personnes. Donc, comment moi je suis, mais comment aussi mon ami est. Et là, on le sait que les élèves qui ont des difficultés émotionnelles, ils ont un certain manque d'empathie, de sensibilité aux indices des autres. Ils ne les perçoivent pas bien. Donc, quand on ne perçoit pas que l'autre est inconfortable, quand on ne perçoit pas que l'autre est triste, quand on ne perçoit pas que l'autre est anxieux, on a moins tendance à appliquer les bonnes actions envers lui. Par contre, comme je vous disais tantôt, il y a une sensibilité très, très élevée aux indices hostiles. « Oh, lui, il est en colère. Mon ami il est fâché contre moi. » Donc, on va souvent, les jeunes, jusqu'à même troisième cycle, là, ils ont des lunettes un petit peu biaisées. Hein, ils ont un biais de perception qui va vers les indices de colère chez les autres, qu'il n'est pas content de moi. Je le vois plus que tous les autres indices émotionnels. Ici, je vous ai mis, pour ceux et celles justement qui travaillent avec des clientèles un peu plus difficiles, on ne les passera pas dans la conférence, mais il y a des programmes d'intervention qui commencent à être élaborés, à être mis en place et à être validés auprès de ces clientèles-là, dont les enfants qui vivent des traumas, de la négligence, de la maltraitance, les enfants qui seraient en accueil, des nouveaux arrivants qui auraient vécu des situations difficiles dans un autre pays. Et vous avez les notes, je vous les laisse, et je vous invite à consulter la prochaine publication de la revue La Foucade, qui est la revue des psychoéducateurs maintenant, qui est libre d'accès. C'est une ressource inestimable, pas juste pour les psychoéducateurs, pour les intervenants. Et ma collègue Caroline Couture ils ont traduit et on a adapté le programme qui s'appelle le programme ARC, qui est autorégulation, attachement, régulation et compétences. Et ils l'ont implanté dans des écoles en Mauricie auprès de ces élèves-là qui vivaient des grandes situations de vulnérabilité.
Donc oui, évidemment, la régulation émotionnelle fait partie des objectifs de ce programme, mais Caroline vous dresse un peu le portrait des interventions et de l'efficacité qu'il y aura avec. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous les avez et vous pourrez aller pousser un peu plus loin votre lecture et votre réflexion là-dessus. Mais dans le cadre de la conférence aujourd'hui, j'ai décidé de vous les laisser parce que le plus on a d'outils, le mieux, le plus on se sent efficace et compétent, mais on ne prendra pas beaucoup de minutes pour en discuter. Donc, 4 grandes familles de difficultés pour la régulation émotionnelle, mais comme je vous dis, la régulation émotionnelle fait partie du grand chapeau de l'autocontrôle. Et l'autocontrôle, ses composantes, c'est d'être capable de s'inhiber, d'être capable d'arrêter un comportement, l'inhibition comportementale, et d'être capable d'orchestrer toutes ces demandes-là en même temps. Donc, pour bien avoir ça en tête aussi et savoir avec quoi ça l'interagit, l'inhibition, c'est quoi? C'est notre frein. C'est ça l'image que vous devez avoir. Être capable de s'inhiber, c'est être capable de freiner. De freiner, de faire une réponse automatique. Ça pourrait être quoi une réponse automatique? Bon, en tant que joueuse de volley-ball, une réponse automatique, ça serait de sauter puis d'attaquer le ballon même s'il n'est pas dans la bonne trajectoire. Ça, c'est mon automatisme. Dans une classe, ça pourrait ressembler à Alice, elle rencontre une personne qu'elle n'aime pas. Elle s'empêche de lui faire un commentaire blessant pour ne pas déclencher un conflit. Donc, elle retient sa parole. Hein? Le geste qu'on fait souvent avec les enfants, c'est ça qu'on fait avec les tout-petits. Freine-toi. Ça serait aussi arrêter une réponse en cours. Et ça, c'est difficile pour les élèves. Quand ils sont en train de faire quelque chose, être capable de changer, de stopper une réponse et de faire autre chose, c'est extrêmement difficile, surtout chez vos impulsifs. Par exemple, Thomas, il commence à se disputer avec sa sœur, le ton monte entre les deux, et là, il décide qu'il s'éloigne pour pas que ça dégénère. Bravo, Thomas. Tu viens d'arrêter une réponse automatique en cours, tu viens d'être capable de faire preuve d'inhibition. Ça pourrait être aussi écarter les stimulations non pertinentes pour l'activité en cours. Travail d'équipe, Charlotte est avec ses amis, Thomas lui parle, elle lui dit « Arrête de me parler, Charlotte. » C'est ça que je travaille avec Charlotte ces temps-ci. Hein? Éloigne-toi des stimulations en cours. Camille est capable de rester concentrée sur son travail, même si elle entend la conversation de ses voisins. Donc ça, c'est pour vos élèves qui ont un trouble du déficit de l'attention. Ça fait partie des difficultés d'attention partagée, hein, puis d'attention sélective. Avoir le focus à la bonne place et être capable de ne pas se faire déconcentrer par les autres. Mais c'est la même chose aussi pour les relations sociales et la régulation émotionnelle. Garder le focus sur la bonne émotion, ne pas se faire influencer par les autres, arrêter la mauvaise émotion en cours et faire autre chose. Ce qui n'est pas simple. C'est un peu ce que je viens de vous résumer. Comment on peut voir des difficultés d'inhibition chez nos élèves, parce que ce n'est pas écrit dans leur front, mais on va voir les comportements qu'ils vont faire. Bien, on peut voir un élève qui fait des commentaires blessants. Puis là, des fois, on se demande même ça sort d'où. Ça va sortir. Oh, OK, attends un peu, là. Il est en train de me dire quelque chose, lui. Un élève qui donne des coups, un élève qui interrompt les conversations, qui passe du coq à l'âne dans les conversations. Ça, ce sont des manifestations d'un élève qui aurait des difficultés d'inhibition. Il a de la difficulté à s'arrêter. Ça va faire aussi un élève, des fois, qui va être précipité dans le jugement, hein, qui n'aura pas un bon sens des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences si je fais ça? Est-ce qu'il y a un danger si je fais ça? Non, lui, il est parti et il le fait. Okay? C'est des difficultés d'inhibition. Et l'autorégulation, là-dedans, bien, vous voyez l'image en haut, c'est le conducteur qui conduit, qui freine, qui met son clignotant, qui fait son angle mort. C'est le chef d'orchestre qui régule un peu tout ça. Et un chef d'orchestre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça s'assure que tout le monde joue à la bonne vitesse. Quand c'est trop bas, il fait augmenter le son. Quand c'est trop fort, il fait diminuer le son. Donne le signal de départ, donne le signal d'arrivée. Bien, des fois, le chef d'orchestre, il est fatigué, lui aussi. Okay? Donc, les élèves qui ont des difficultés de maîtrise émotionnelle, des fois, le chef d'orchestre, il prend congé un petit peu. Qu'est-ce que ça fait de l'autorégulation? Bien, c'est d'être capable de contrôler autant nos activités physiques, ce que l'on fait, que ce que l'on pense. Et des fois, vous ne le voyez pas, votre élève. Hein? Il ne bouge pas, mais dans sa tête, là, il est en train de faire tout autre chose que ce que vous lui demandez.
Donc, on ne voit pas nécessairement ça, cette capacité-là de réguler les pensées. C'est d'être capable de prendre des décisions en fonction des demandes de la situation. Ça veut dire que j'ai évalué les réponses pour moi, mais aussi pour les autres. Et c'est d'être capable de contrôler mon action vers l'objectif que je veux me rendre. Et quand l'objectif est plus loin, c'est difficile. Quand il faut que je pratique souvent, parce que c'est long à acquérir, c'est plus difficile, j'ai tendance à décrocher. Donc, cette autorégulation-là, ça va aussi affecter la résolution de problèmes personnels, interpersonnels, parce que, un peu comme je vous dis, on a de la difficulté à évaluer l'inventaire, l'éventail possible des réponses qu'on peut donner aux autres. Et nous-mêmes, on a de la difficulté à résoudre le problème étape par étape. Donc, ça fait qu'on a des réponses inadéquates aux demandes de la situation. Là, vous êtes attentif et là, je vais voir si vous m'avez écouté ou si vous étiez en activité cognitive parallèle. On va faire un petit jeu questions-réponses, juste pour voir si vous avez bien saisi les 4 grandes difficultés. Alors, je vais vous lire des énoncés et vous allez devoir me dire si l'élève présente des difficultés de gratification immédiate, un seuil de frustration bas, une difficulté d'identification des émotions ou de modulation. Et des fois, les 4 réponses sont possibles en même temps, 2 réponses, 1 réponse, parce que c'est jamais aussi simple que ça dans la vraie vie. Là, avant, je faisais ça avec Kahoot. J'ai jamais osé essayer Kahoot avec un grand nombre de personnes. Est-ce que vous connaissez Kahoot? C'est bien le fun. Si vous avez l'occasion de faire ça, c'est un petit jeu. On se met en équipe, puis là, on peut répondre sur un téléphone. Puis je vous le dis, quand je fais ça en conférence, des fois, il y en a qui finissent debout sur les tables parce qu'on veut gagner. Mais là, on est quoi, 200, là? 200? J'avais peur un peu que ça. Fait qu'on va faire ça à haute voix. OK, là, je viens de vous donner la réponse. OK, quand l'enseignante ne la regarde pas, Maë pense qu'elle est en colère contre elle. D'après vous, Maë, quelle est sa difficulté? Ouais, j'entends A, C, D. La principale difficulté de Maë, c'est l'identification. Elle ne lit pas les bons signaux chez son enseignante. Elle a une perception biaisée, a tendance à avoir les indices d'hostilité. Évidemment, on aurait pu discuter des autres, mais c'est sa principale difficulté. Une plus difficile. Alice, elle devient frustrée lorsqu'on ne répond pas immédiatement à cette demande. A, B, j'ai l'impression que si je vous insiste, vous allez toutes les nommer. Gratification immédiate en premier, évidemment, hein? C'est maintenant. Mais aussi, elle a un seuil de frustration bas. Elle ne tolère pas. Ça va souvent ensemble chez nos élèves explosifs. Puis, bien, il faut qu'elle apprenne à les moduler, ces émotions, la belle Alice. Mathis aussi, lui, il se frustre, mais quand il rencontre une difficulté, est-ce que ça serait la même chose que notre Alice? B surtout, seuil de frustration bas, évidemment. Gratification immédiate aussi. J'ai une difficulté, je ne réussis pas, je me fâche et j'ai le goût d'arrêter la tâche. Oh, Samy, il attend à la dernière minute pour faire une tâche difficile. On change de registre un peu. Hein, ça répond moins hein, pour Samy. D. Modulation des émotions. Qui a dit ça? J'aime ça. Oui, c'est ça, hein? Parce que là, je parle beaucoup d'émotions explosives depuis tantôt, là, de revenir dans la zone de contrôle, mais la modulation, c'est aussi de se monter. C'est en anglais, ils disent la up-regulation, c'est de s'activer pour être disponible aux apprentissages. Ça fait aussi partie des difficultés de modulation. Et évidemment, on peut penser aussi que Mathis, ben, il veut réussir vite. Il n'aime pas ça, à avoir plus de difficultés, donc ça peut être une gratification qu'il veut un peu plus rapidement. Il en reste quelques-unes. Lorsqu'il fait une crise, Jesse, il a de la difficulté à se calmer. Modulation des émotions, être capable de revenir dans sa zone de confort. Lorsqu'Antoine taquine ses voisins, il ne se rend pas compte que ces derniers sont excédés. Antoine, il pense qu'il trouve ça drôle, lui. Il lit pas bien les signaux. Voilà, c'est identification. Quand Jonathan ne comprend pas quelque chose, il commence à se balancer sur sa chaise. Ah!
J'ai entendu. D, modulation. À quoi ça répond, la fonction de se balancer sur sa chaise? À s'activer un petit peu. Hein? C'est un comportement qui permet à l'élève qui a un déficit d'attention avec hyperactivité d'évacuer, canaliser l'énergie pour être capable de rester disponible à l'apprentissage. J'ai une étudiante à l'université en éducation physique, là, je ne sais pas, quand je dis que je travaille avec les élèves TDAH, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour me dire « Hey, moi j'en ai un ». On dirait que c'est une belle profession pour ceux qui bougent. Elle tricote dans mes cours. Elle tricote. Puis là, elle me dit « Claudia, si tu m'empêches de tricoter, je ne serai pas capable de t'écouter. » Parce qu'elle a besoin de s'activer pour que son cerveau ne soit pas en train de se dire « Il faut que j'écoute, il faut que j'écoute, il faut que j'écoute, il faut que j'écoute ». Donc, elle me tricote des très beaux... Elle a une liste de commandes, de tricot, puis on est bien content quand elle est dans nos cours, parce qu'elle nous les donne après. Dernière énoncé, quand l'enseignant fait une blague, Philippe, il a beaucoup de difficultés à arrêter de rire. Il vous trouve drôle, Philippe. C'est le fun sur notre estime de prof, mais des fois, tu te dis « OK, t'es assez, là. » Qu'est-ce qu'il y a, notre Philippe? Modulation. Hein? Reviens dans ta zone de confort. Donc, vous voyez que ça peut être concomitant, ça peut être ensemble. Notre élève, il peut présenter certaines caractéristiques pour des circonstances, mais ce sont les 4 grandes familles, les 4 grandes, j'oserais même dire, raisons qui vont faire que votre élève, il va peut-être avoir des réactions émotionnelles un peu en discordance avec vos attentes dans la classe. Ça vous va? Là, OK. Isabelle, tu vas me... OK, parce que moi, j'ai dit ça, c'est une formation que je pourrais vous parler toute la journée. J'aurais des exemples à vous dire, puis là, elle me dit 1h15. Alors, la prochaine section, on va s'attarder à ce qui m'apparaît comme le plus important. Aider l'enfant à identifier ses émotions. Et là, je vais vous présenter différents outils pour que vous soyez un peu plus en mesure de le faire et de l'appliquer directement dans vos classes ou dans vos milieux. Quand on veut travailler spécifiquement, si on travaille avec le psychoéducateur ou le TES, avec un programme là, vraiment élaboré sur la régulation émotionnelle, il y a des objectifs qu'on commence à comprendre que ce sont les conditions d'efficacité. Ce sont les 8 objectifs qui sont là et je vais vous présenter graduellement des outils qui vous permettraient de travailler chacun de ces objectifs. Mais dans la vraie vie, là, la vie de tous les jours, vous comme personne, vous comme enseignant, vous comme intervenant, vous pouvez mettre des choses en place qui font appel, je dirais, même un peu au gros bon sens, qui, dans vos actions, vont produire des effets chez vos élèves. Donc, le rôle que vous pouvez jouer d'abord avec les élèves qui ont des difficultés de régulation émotionnelle, c'est de reconnaître les émotions, d'être en mesure de le voir, de le comprendre chez votre élève et de lui nommer. Parce qu'au départ, il va falloir qu'il accepte votre aide, il va falloir que vous l'accompagniez dans cette action-là de reconnaître l'action en cours. Les tout-petits, là, des fois, ça va être « tu te sens bien, tu te sens mal ». Hein, on ne commencera pas avec « je me sens frustré, agacé, irrité », ça c'est trop de nuances. Mais c'est l'adulte, c'est l'environnement autour de l'enfant qui va pouvoir l'aider à le nommer, à lui donner des exemples. Ce qui est recommandé aussi, ce qui est le fun, c'est de mettre d'abord l'accent sur les émotions chez les autres. C'est moins confrontant. Et là, les petits bonhommes, les personnages d'animation, les vidéos, les émissions pour enfants sont des outils merveilleux pour faire prendre conscience de l'émotion vécue. Et c'est plus facile, l'enfant va se sentir moins confronté si vous commencez même à dire comment vous sentez ou comment le personnage Shrek, il se sent là, présentement, tu penses, là, quand la fumée lui sort par les oreilles. Donc, il faut le travailler en premier chez les autres. Et ça, bien, ça va élargir son vocabulaire. Et après, on va pouvoir le rattacher à ses émotions à lui. Mais c'est la porte d'entrée la plus facilitante. Ensuite, bien, il faut l'aider à identifier les indices qui sont reliés à ses émotions. Quand on va parler de ses émotions, c'est plus facile de lui nommer les comportements. Un peu quand on fait de la gestion de classe ou de la gestion disciplinaire, on n'intervient pas sur la personnalité de l'enfant, on n'intervient pas sur comment il est, mais sur ce qu'il a fait.
bien, de nommer l'émotion qu'il vit aussi en le mettant de façon neutre, donc en le présentant de façon objective. Présentement, je pense que tu vis beaucoup d'anxiété. Ou présentement, je pense que tu as beaucoup de peine parce que ton ami t'a dit quelque chose. Donc, ça l'aide aussi à développer le répertoire, le vocabulaire. L'idée, là, c'est pas de les empêcher de vivre des émotions. Nous, on en vit, eux vont en vivre. C'est normal, des fois, dans la vie d'un élève, du primaire, du secondaire, du collégial, de l'université, de vivre des émotions qui sont peut-être un peu interférentes avec l'apprentissage. On ne veut pas qu'ils arrêtent d'être en colère, c'est pas ça, là, le but. Mais c'est d'être capable de le reconnaître puis de rapidement mettre les actions en place pour revenir disponible, parce que là, présentement, ce que je te demande, c'est d'être avec moi puis de faire une tâche puis d'être en apprentissage. Donc, on la reconnaît, son émotion, on l'accepte, et il faut aussi l'aider dans les situations où il y a des émotions mixtes. Je vous donne un exemple. L'enfant, il a fait un mauvais coup avec son ami, mais c'est juste son ami qui se fait attraper. Donc, en même temps, il se sent un peu coupable, mais il est bien soulagé de ne pas s'être fait. Et ça, là, pour certains enfants, c'est comme difficile à vivre. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Donc, nous aussi, comme adultes, on peut lui faire comprendre. Je comprends, tu es soulagé, mais en même temps, bien, puisque tu as participé, ça se peut que tu aies aussi deux émotions en même temps. Donc là, déjà, on a de la difficulté à une. Quand il y en a deux opposées, là, il faut vraiment l'outiller. Et il faut travailler sur cette identification-là en même temps qu'on lui donne des trucs de modulation. Et là, les trucs de modulation, vous allez voir tantôt, là, les objets d'apaisement, les élastiques, l'activité physique, tout ça. Là, il y en a plein dans les classes présentement. J'en vois, là, le vélo, tout. Mais si on ne travaille pas sur comment tu te sens, pourquoi tu es comme ça, comment tu vas faire pour revenir rapidement à l'apprentissage, bien, on n'amènera jamais l'enfant à être responsable et à reconnaître ce qui se passe chez lui. On va l'accompagner, on va être en mesure, on sera pas encore capable. On va toujours être obligé de lui donner la main, en fait. Donc, l'étape d'identification, elle est essentielle si on veut qu'il devienne autonome dans la gestion de ses émotions, dans la gestion de ses comportements, dans la gestion de son apprentissage. Donc, moi, je pense que si on avait une première porte d'entrée à faire, c'est l'aider à l'identifier. Puis pour la modulation, bien, après, ça viendra. Mais c'est plus le rendre responsable. Alors, ça, c'était dans notre vie, le quotidien. Accepter l'émotion, le nommer pour augmenter le vocabulaire de l'enfant, mais il y a des outils qu'on peut aller chercher. Et là, je vous dis, dans les dernières années, ça a explosé le nombre de références, d'outils, de jeux qu'on peut aller chercher pour nous aider en tant qu'intervenants à répondre à ces objectifs-là ciblés dans les interventions. Le premier, c'est on veut développer le vocabulaire relativement aux émotions chez nos jeunes. On veut qu'ils soient capables de les reconnaître et de les nommer. Comme je vous dis tantôt, au début, là, ça peut être plus « je me sens bien, je me sens mal ». Plus on va évoluer, plus on sera vers des plus vieux, là, on va pouvoir parler de toute la gamme d'émotions, puis pas seulement les émotions, là, mais on pourrait parler aussi de comment on se sent au niveau du bien-être, au niveau de la fatigue. Je vous donne un exemple. Dans mon doctorat, je faisais faire des tests légers bouchés aux enfants qui avaient un déficit d'attention. Le fameux test bip-bip, tout le monde le fait ici, dans sa vie d'enfant au primaire et au secondaire. Hein? Bip, on court, bip, on court. Et là, je devais leur demander, après les tests, « Est-ce que tu te sens fatigué? » Et la majorité des enfants me disaient, « Non, je ne m'endors pas. » Hein? Donc, la fatigue égale « je m'endors ». Et ça, c'était dans les enfants du 6e année primaire, 6e année, secondaire 1, secondaire 2. Donc, même pour ce genre de vocabulaire-là, il faut leur apporter des nuances, il faut leur proposer des synonymes, il faut leur proposer des antonymes. Donc, et des fois, ça va être juste de le pointer. Quand l'enfant, au début, il n'y a vraiment pas un grand vocabulaire, la fameuse affiche, ça, je pense que c'est les outils de 12h30. Il y a un jeu jouant avec les émotions. Il y avait l'Académie de l'Impact aussi. Vous en retrouvez chez FDMT. C'est un peu... et je n'ai aucune commandite de ces compagnies, mais c'est des outils que vous trouvez fréquemment et j'en vois tellement dans les écoles maintenant. C'est à peu près rendu une mesure universelle. Donc, pointe-moi à quel bonhomme tu ressembles là, présentement. Ah, c'est un bonhomme qui est anxieux ou qui est triste. Donc, ça va l'aider à augmenter son vocabulaire. La deuxième chose qu'on pourrait travailler, ça serait de leur faire classer des synonymes d'une émotion du jour. Par exemple, l'émotion du jour pourrait être, ou de la semaine, la tristesse.
Et là, on a des mots étiquettes et on fait classer les enfants. Qu'est-ce qui est de la tristesse? Qu'est-ce qui est de la joie? Qu'est-ce qui est de la honte? Qu'est-ce qui est de la surprise? Qu'est-ce qui est de la colère? Et on peut leur faire comme ça, élaborer des dictionnaires des émotions. Donc, c'est le genre d'exercice qu'on a développé dans le dernier programme, justement pour augmenter le répertoire, pour augmenter la possibilité que l'enfant ait des nuances. Déjà une demi-heure, my God! On va y aller vite avec les animations. L'autre étape, discriminer les émotions à partir des indices non-verbaux et verbaux. Il faut voir ce que ça nous fait à nous, il faut voir ce que ça fait aux autres. Et pour voir ces indices-là, on regarde notre corps en premier. Souvent, les émotions, là, soit on va être très, très, très figé. Hein, les élèves qui sont stressés, qui vivent de l'anxiété, ou ils vont avoir peut-être un visage plus triste, mais on va voir des choses dans notre présence corporelle. Et là, on peut l'amener, l'élève, à dire « Regarde comment tu es placé. Tes mains sont fermées, tes doigts sont blancs, ta bouche est serrée. Ou bien, regarde, ton visage, là, il est par en bas, ta voix est basse, tes yeux, tes sourcils sont tristes. » Donc ça, là, c'est des indices qui vont permettre à l'enfant d'être capable d'apporter encore plus de nuances. On peut le faire aussi dans les périodes d'animation, on peut le faire aussi chez les autres. Quand tu es comme ça, à quoi tu penses? Tantôt, votre pensée, est-ce que c'était une pensée apaisante ou c'était une pensée qui déclenchait les émotions négatives? Levez la main ceux que c'était une pensée qui déclenchait l'émotion négative. Oh, il y avait quand même des pensées apaisantes. Donc ça, on ne le voit pas, ça, nous, comme intervenants. Mais l'élève, lui, là, il est en train de ruminer cette pensée-là, puis ça augmente. Et finalement, on peut aussi voir ce qu'il fait. Donc, les signaux liés aux actions. Est-ce qu'il se retire? C'est un élève qui reste assis, qui ne veut pas s'impliquer parce qu'il vit son émotion dans le retrait, ou est-ce que c'est un élève, au contraire, qui va être très actif, qui va être très impliqué? Donc ça, ici, ce sont tous des jeux, des petites suggestions, faire des albums photos avec les enfants. Ils se prennent en photo en mimant les émotions eux-mêmes. Donc, ils se voient lorsqu'ils sont en mimant la joie. Et voilà, ça va vous parler. Il y a des élèves qui sont incapables de mimer certaines émotions. Ça m'a parlé beaucoup quand j'intervenais auprès des enfants. La joie, entre autres. Ça vient toujours en colère. Et ça peut nous donner un bon indice. On peut faire la carte des émotions avec le jeu qu'on vient vous voir. On peut colorier les images du corps. Hein, on met un bonhomme, puis colorie-moi. Quand tu es triste, toi, c'est où dans ton corps que ça paraît? Comment je peux le voir, moi, que tu es anxieux? Montre-moi les indices que tu vas me donner quand tu es en colère. Donc, ce sont des petites suggestions pour travailler la nuance des comportements des élèves. Donc là, il l'a identifié, il faut aussi prendre conscience de ses états émotionnels, puis qu'est-ce qui lui a contribué. Donc, une petite activité très facile à faire. On travaille l'émotion du jour, la tristesse. Bien, cette semaine, là, c'est joyeux, là, on va prendre joyeux l'exemple. Je me suis sentie joyeux quand? C'est quand c'est arrivé, ça? Et mon sentiment que j'étais, bien, dans le répertoire, dans mon dictionnaire de joyeux, qu'est-ce que je pourrais mettre? Comment j'étais? Après ça, bien, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Où j'étais? Où l'émotion était ressentie? Puis, qu'est-ce qui a amené à identifier ces émotions-là, les sensations physiques ressenties? Donc, ça aussi, ça va permettre à l'élève de se rendre compte du contexte de la production de l'émotion. Rapidement, d'autres petits outils. Métaphores et histoire. Dans la section 6 des notes, vous avez une panoplie de livres. Je pense qu'il y a même des capsules YouTube. Il y a des outils aussi qui vous permettraient d'introduire le travail sur les émotions avec vos élèves. Ça parle beaucoup aux élèves du primaire, les images et les histoires. On dirait que c'est moins confrontant, c'est quelque chose qu'ils se rappellent beaucoup plus. Quand on a fait nos projets de recherche, les éléments qu'ils nous disaient, c'était le plus les affiches. Donc, toute l'école avait les mêmes affiches, entre autres ce petit bonhomme-là qui explose, quand on parlait que la mèche était très courte et qu'on voulait allonger leur mèche. Et là, on faisait les interventions, mais toutes les classes
Avec la salle des psychoéducateurs, tout le monde avait les mêmes affiches, tout le monde avait les mêmes référentiels. Alors, tout le monde parlait un langage commun et les élèves sentaient que c'était pareil partout parce que les images revenaient. Donc, on vous a fourni ces outils-là. Vous pourrez aller explorer si vous avez besoin d'outils, mais c'est une très, très bonne façon de travailler sur l'identification des émotions. Ça fait aussi partie des outils, là, aider l'enfant à prendre conscience de ce qu'il déclenche, de comment il a réagi et les conséquences pour soi et pour les autres. Je vais passer rapidement sur les fausses alarmes et la restructuration cognitive, parce que vous l'avez aussi dans la section 3. Une des difficultés, c'est de changer un petit peu justement les fameuses lunettes de nos élèves. Là. Tu sais, tout à l'heure, je disais qu'ils ont une tendance à voir beaucoup la colère. Ils ont un biais de perception plus vers l'hostilité. Bien, des fois, il faut briser un peu ces pensées-là. Et ça s'appelle changer la façon de penser. Donc, la section 3, si je me rappelle bien, vous décrit en profondeur les étapes de la restructuration cognitive. Il pourrait vous outiller si vous vous rendez compte que votre élève n'est pas en mesure de bien l'identifier. Hein? Même si vous avez fait un répertoire, même si vous avez les histoires, même si vous travaillez avec les dessins, il ne met pas le doigt à la bonne place. Donc ça peut être fait aussi en collaboration avec le TES, avec le psychoéducateur. C'est quelque chose qui font partie un peu de leur pratique, mais vous aurez cette réflexion pour aller un peu plus loin. Donc, par exemple, dans la restructuration cognitive, une chose qu'on va travailler, c'est les pensées. Et vous, votre pensée, tout à l'heure, certains, ceux qui ont levé la main, disaient « Oh, j'ai eu une pensée négative ». Mais vous en rendez compte, et probablement qu'en tant qu'adulte, vous êtes capable d'inhiber un comportement d'évitement ou un comportement d'agression. Mais un élève qui ne se rend pas compte que c'est une pensée qui le déclenche, bien, c'est là où il faut que notre drapeau d'intervenant dise « Oh, il y a peut-être besoin d'un petit peu plus de soutien pour changer, d'être capable de briser un peu cette perception-là de la pensée et d'avoir les bonnes actions en fonction de la situation. » Je vais vite parce que il me restait juste quelques minutes, 30 minutes, pour vous parler de la modulation. OK? Oui, on va prendre les questions, les commentaires après. Là, il est... Ouais, oh oui, on a le temps encore. Donc, identifier. Il faut élargir le répertoire de notre élève, l'amener à avoir des nuances dans la reconnaissance de ses émotions et aussi le faire chez les autres. Mais ça vient avec la modulation des émotions. Parce que c'est bien beau la nommer, mais il faut être capable de revenir dans notre zone de confort ou de monter dans notre zone de confort. Et pour ça, bien, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Elles sont encore au nombre de 7. Donc, dans une perspective d'intervention structurée, avec l'aide du TES, avec l'aide du psychoéducateur, vous allez passer par ces étapes-là. Mais encore une fois, dans votre rôle au quotidien, vous avez un grand pouvoir d'action. D'abord en étant un modèle. L'apprentissage social et émotionnel se vit beaucoup par ce que font les autres. Certains élèves ont de la difficulté à voir. Okay? Les élèves qui sont impulsifs, qui ont des difficultés attentionnelles, qui ont des difficultés d'autocontrôle vont apprendre peut-être un peu moins. Mais la majorité des enfants regardent ce que l'on fait en tant qu'adultes. Donc, nous-mêmes, nous sommes appelés à reconnaître nos émotions et à les moduler. Souvent, vous le voyez dans votre vie de tous les jours, comme parent, comme enseignant, comme entraîneur au hockey, au sport. Il faut donner le modèle parce que cette conférence-là, des fois, je la donne à des entraîneurs de hockey. Puis l'exemple que je fais là, dans ce temps-là, c'est quand vous êtes de même sur la bande, là, puis vous parlez à l'orbite de même, là, c'est ça le modèle que vous montrez à vos enfants. Puis après ça, là, ils vont dire à l'autre « T'as pas été à ta place! » avec le doigt. Hein? Ils reproduisent les choses. Donc, nous-mêmes, et ça ne veut pas dire de ne pas vivre l'émotion, mais peut-être même de montrer à l'élève, là, présentement, là, ce que tu es en train de me dire, on dirait que ça fait monter ma colère. Je me sens pas bien, mon cœur, il va vite, là, puis j'aime pas la situation que je suis en train de vivre présentement. Donc, ça fait aussi partie de l'accompagnement qu'on peut faire pour l'aider à reconnaître. Il faut aussi être sensible aux manifestations émotionnelles, puis des fois, ils nous envoient des faux messages, les élèves. Hein, des fois, là, on n'est pas trop sûr de ce qu'ils peuvent vivre. Ça,
c'est la connaissance de votre élève qui va vous amener à repérer les bons indices. Et vous êtes empathique et vous êtes sensible. On le voit dans nos recherches, qu'on aille vous observer ou qu'on vous demande de dire qu'est-ce que vous mettez en place. La première chose qu'on voit, c'est l'attitude d'empathie. C'est bienveillance, le mot, présentement, là, à la mode. Bien, c'est ça. C'est ça que vous êtes aussi. Donc, vous voulez aider vos élèves et pour les aider, bien, vous êtes sensible à ce qu'ils vivent. Évidemment, bien, après ça, c'est de modeler. L'enseignement explicite, ça marche pour l'apprentissage, mais ça marche aussi beaucoup pour les apprentissages socio-émotionnels. Donc, reconnaître c'est quoi les étapes à faire pour bien répondre à une situation, faire de la pratique guidée, puis ensuite faire de la pratique autonome. Mêmes étapes que pour l'apprentissage académique. Mêmes étapes que pour les mathématiques ou les français. C'est comme ça qu'on apprend à mieux intervenir, à mieux adapter nos actions en tant qu'enfant. Et enseigner les moyens. Tu sais, les fameux moyens, là. Le lézard, les élastiques, la potée, les balles de stress, le vélo stationnaire, la petite enveloppe magique qui dit « Tiens, la secrétaire, elle veut cette enveloppe-là », puis la secrétaire en a une autre qui revient. Les marches dans le corridor, les escaliers. Il y en a. Hey, vous êtes créatifs dans les moyens, là. C'est merveilleux parce que ça donne cette possibilité-là de canaliser l'énergie, mais ça s'enseigne. Pourquoi tu as besoin d'aller porter la lettre à la secrétaire? Est-ce que c'est parce que présentement tu es en colère? Est-ce que c'est parce que tu es inattentif, tu es anxieux? Quand il revient, comment tu es présentement sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que ça t'a aidé? Si je vous demandais présentement, ceux qui ont des moyens là, dans leur classe ou dans leur vie, combien utilisent ce genre d'affaires-là présentement? Levez la main. Ah, je m'attendais à plus. Combien fait la résolution de problèmes après avec l'élève? Une autre piste d'action pour vous. Ce que vous voulez, au bout du compte, là, c'est que votre élève, un jour, se dise « Hi, là, je ne suis pas attentif, ou là, je suis anxieux, ou là, ça me stresse ce qu'elle est en train de me dire parce que je ne comprends rien. Je vais choisir mon moyen, je le prends de façon autonome, je l'utilise. Ah, ça va mieux, je le remets, je suis autonome et disponible à l'apprentissage. C'est ça qu'on vise, là. Notre but dans la vie, là, c'est ça. Mais ça s'apprend et ça se renforce. Donc, on doit, quand notre élève est dans une perspective comme ça de régulation émotionnelle, aussi l'accompagner. Est-ce que ça a été efficace pour toi? Est-ce que c'est un bon moyen cette semaine? Parce que la semaine prochaine, ça va probablement être autre chose. Selon les contextes qu'ils vivent, ça peut changer. Les adolescents, ils ne voudront probablement pas avoir des petits élastiques autour de leur chaise, mais je ne le sais pas. Honnêtement, là, j'ai encore peu d'accès au secondaire pour ces objets-là. Ça sera peut-être autre chose. Et sinon, ça devient un objet de distraction. Ça devient de la gestion de classe supplémentaire pour vous. Ça devient un objet d'envie pour les autres qui n'en ont pas nécessairement besoin, mais qui, là, hey, moi aussi, j'aurais le goût, finalement, d'aller en faire de l'exercice. Donc, il y a un processus associé à l'identification qui fait qu'on vise la responsabilisation de l'élève dans sa régulation émotionnelle et qu'il le prenne au bon moment et qu'il le prenne pour la bonne raison. Et là, je vous en donne dans votre plateau. C'est juste 15 minutes? Parfait. Oui. Bien, je vais finir sur le rôle de votre enseignement au quotidien. Le reste, de toute façon, ce sont des outils qui vous présentent les différentes stratégies, là. Les apaisements physiques, les apaisements par l'activité physique, les apaisements par la diversion de l'attention. Donc, vous allez pouvoir en prendre connaissance. On va juste finir sur votre rôle de prévention au quotidien, puis après ça, on pourra répondre aux questions ensemble. Et on parle beaucoup des interventions universelles en gestion de classe, mais ça vaut la même chose pour la régulation émotionnelle. Quand vous avez des routines, quand les procédures sont claires, quand les conséquences sont connues à l'avance, vous venez de régler le problème de beaucoup d'élèves qui vivent du stress, de l'anxiété et de l'insécurité, qui ont besoin de savoir ce qui s'en vient, comment ça sera fait et à quel moment. Donc, les routines qui servent la gestion de classe servent aussi la régulation émotionnelle de beaucoup d'élèves. Vous pouvez aussi observer les facteurs qui vont précipiter les pertes de contrôle ou qui aggravent la situation.
Je ne sais pas si vous avez l'habitude dans vos milieux de travailler avec le psychoéducateur ou le TES, de faire l'évaluation fonctionnelle du comportement. C'est quand même un processus qui est peut-être moins connu encore, mais qui nous amène à comprendre ce qui se passe dans la vie de l'élève. Donc oui, on regarde les manifestations comportementales, émotionnelles, mais il y a quelque chose qui s'est passé avant, puis il y a peut-être quelque chose qui se passe après aussi. Donc ça nous permet de voir cette boucle-là. Donc souvent, on se sert de cet outil-là, ça pourrait être l'objet d'une autre formation éventuellement, pour essayer de comprendre. Un élève là, qui aurait vraiment des grandes difficultés, pour qui vous sentez que vous avez des difficultés de prise, d'aller le rejoindre, ça pourrait être quelque chose qui susciterait vos actions. Et ensuite, bien, évidemment, essayez de mettre des moyens en place, mais portez attention aux signes, en faire comprendre conscience aux enfants. Tu sais, dans le modelage, là, vous êtes important aussi pour les relations sociales des élèves lorsque vous nommez qu'un élève fait quelque chose de bien. Ça change tout le regard des autres. Vos élèves qui ont des difficultés comportementales, qui font des crises, qui sont anxieux, les autres les regardent avec un regard un petit peu de stigmatisation. Ça arrive vite dans la vie de l'élève et ça s'enlève difficilement. Et un des facteurs de changement, c'est l'enseignant ou l'intervenant qui nomme les bons coups devant les autres, qui encourage devant les autres, qui renforce devant les autres. Donc ça, c'est clairement dans la recherche, c'est une des conditions d'efficacité des changements. Est-ce que l'enseignant, est-ce que les acteurs autour de l'enfant le valorisent? Donc on peut aussi le valoriser dans son contrôle émotionnel et dans ses relations sociales. Ça va augmenter un peu son sentiment de compétence. Donc évidemment, viser l'enfant de tout changement à l'horaire. On finit là-dessus pour les questions, madame. Je vous ai bien vu. Donc, juste préparer l'enfant au changement, c'est la même chose que pour la gestion de classe. Et le signal, établissez même chose que pour l'attention. Ayez des petits codes. Donnez-lui des signaux que là, il est en train sa colère est en train de monter ou son stress fait qu'il est en train de se retirer. Les pictogrammes sur le bureau, le pinçage du nez, tout ce que vous faites déjà pour la gestion de l'attention peut aussi s'appliquer à la régulation émotionnelle de votre élève. Alors, pour vrai, j'ai à peu près... Il reste toute la modulation, les outils et l'expression, qu'on aurait pu en discuter longtemps, mais pour moi, c'est important de prendre le temps sur l'identification, parce que ça m'apparaît comme la première porte d'entrée pour amener notre élève à se responsabiliser, à devenir autonome dans la gestion de ses situations émotionnelles et l'amélioration de ses habiletés sociales. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu se jaser plus longtemps. Je suis désolée de couper ça si court. Vous avez les outils, et là, ça serait le temps, si vous voulez, qu'on discute un peu des questions. Vous en avez, madame? Oui. Est-ce que quelqu'un aurait une intervention, un commentaire, une blague? Vous êtes tannés, là, hein? Là, ça fait une matinée complète, là. Vous avez faim, il y a un déclencheur ici de régulation émotionnelle qui fait qu'on est moins attentif. Sylvie Lafontaine de Trois-Rivières. Oui. Je voulais te dire bravo. J'ai Merci. trouvé ça super intéressant. C'était très actif. Et je peux te dire que nous, moi, je suis en adaptation scolaire, en déficience intellectuelle, et je fais quotidiennement ce que tu dis. Alors, tous mes moyens sont mis en place et je vais te dire que je me suis tapée tantôt en disant que je travaillais bien. Bien voilà. Ça sert aussi à ça, les congrès, hein, à valider nos pratiques parce que vous mettez des bonnes choses en place. Mais des fois, on ne sait juste pas que c'est ça qu'on fait. Oui. Moi, j'ai quelques questions, Madame Verrette. Puis, je vais vous le placer dans le contexte de la classe actuelle, de la classe ordinaire, OK? Moi, je comprends que c'est intéressant parce que ça nous permet, oui, de faire avancer les enfants au niveau de la gestion de leurs émotions, puis à ce moment-là, ça peut avoir un impact positif sur leurs apprentissages. Je pense que ça, c'est assez clair. Cependant, les questions que je vous pose, ça va être un petit peu des questions, comme on dit, qui tuent, là. Ça prend des conditions pour pouvoir faire ça, hein? Ça fait que j'aimerais ça vous entendre sur les conditions parce que, considérant que la classe ordinaire comporte souvent
plusieurs élèves qui présentent des difficultés au niveau de la gestion des émotions, parce que là, tantôt, je pensais aux émoticônes, aux petits cartons, j'enseignais au primaire longtemps, je me disais, mon Dieu, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Ça fait que la notion de temps est bien importante, puis bon, actuellement, on n'en a pas. Et je voudrais aussi vous poser la question, est-ce qu'un type de démarche comme ça, ou du matériel, il y en a aussi pour les parents? Parce que les enfants arrivent à l'école souvent avec des comportements ou des façons de faire qui sont incrustés dans le milieu familial ou le milieu social. Puis là, bien, ils reproduisent ça à l'école. Puis là, après ça, on demande à l'école de tout réparer ça. Bien, dans le fond, on le demande aux enseignants, c'est ça que je voulais dire. Et le dernier élément, c'est comme il y a une incidence au niveau de la violence qui est beaucoup, qui est quand même très ancrée au secondaire, parce que les enseignants au secondaire, là, se faire taper dessus, se faire mordre, se faire rudoyer, pousser dans la porte, tirer dans les marches. Il y en a au primaire aussi, puis au préscolaire, là. Mais au secondaire, c'est quelque chose qui prend de l'expansion puis qui est assez rude. Est-ce qu'il y a de l'intérêt au niveau de la recherche pour se pencher sur ce phénomène-là qui font que les enseignants, dans tous les secteurs, mais aussi au secondaire, bien, à un moment donné, tombent en congé de maladie ou sont en CSST parce que les comportements violents associés à une mauvaise gestion de leurs propres émotions est au cœur de la problématique, puis qu'on n'a pas les outils, le temps, puis les ressources qu'il faut pour pouvoir mettre ça en place? C'est vrai que c'est des questions qui tuent, là. J'ai pas de réponse scientifique. La première facile, outils pour les parents, allez voir Midi 30. C'est une compagnie québécoise, je pense qu'elle est à Saint-Sauveur ici, qui ont des livres, qui ont des outils, qui ont des jeux et qui ont développé une collection justement pour outiller le parent sur des élèves ayant des caractéristiques différentes. C'est ma suggestion. La deuxième, au secondaire, c'est sûr que moi, mes travaux, c'est beaucoup les enfants du primaire actuellement, mais il y a beaucoup de gens, dont des gens de l'Université Laval ici à Québec, qui travaillent avec les élèves du secondaire parce que c'est vraiment une préoccupation. Donc oui, probablement que ces chercheurs-là ou ces enseignants-là à l'université pourraient venir vous apporter un peu de l'eau au moulin sur le secondaire, mais je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais je ne pourrais pas vous en parler de façon scientifique ici ce matin. Par contre, la première question, les conditions d'efficacité. Oui, il y en a. Et je vous dirais, c'est peut-être des fois une bataille à choisir. Parce que je les vois tous les jours, là, les outils qui sont utilisés, puis là, les profs me disent « ça ne marche pas ». Ouais. Mais dans quelles conditions elles sont faites? Quand je vous disais tantôt que moi, ma préoccupation, c'est d'amener l'enfant à devenir responsable de sa gestion émotionnelle, bien, s'il n'est jamais amené à l'identifier, il ne sera jamais capable de le faire. Donc, la première condition, c'est est-ce que vous travaillez sur la modulation seulement ou vous l'emmenez à identifier, à se responsabiliser? Donc, tant qu'à avoir les moyens, de toute façon, vous faites une intervention pour qu'il aille prendre son moyen. Il y a peut-être une façon de réfléchir sans que ça prenne trop de temps à amener les deux conditions ensemble. Et là, vous allez avoir un gain. Un gain dans votre climat de classe, un gain dans votre outillage aussi, parce que là, il va peut-être avoir plus d'effet et vous allez amener l'enfant ailleurs. Donc, rapidement, sans changer puis sans intervenir de façon spécialisée ou faire venir quelqu'un dans notre classe ou suivre des formations supplémentaires, je vous dis, amenez l'enfant à reconnaître ce qu'il vit. Ça sera le pas dans la première direction. Puis pour la suite des choses, bien, on se reparlera dans les prochaines années pour vous donner encore plus de compétences là-dedans. C'est là-dessus que je voulais finir ce matin. Bon dîner, tout le monde. Alors,